La sécurité sociale est l'héritage de la résistance. Je rappelle que le déficit de l'État est 7 à 8 fois plus fort que le déficit de la sécurité sociale, eu égard aux sommes en question. Alors, il montre effectivement le détail de la corruption et elle est absolument effrayante, elle atteint tous les niveaux. La force des laboratoires, c'est d'être capable de faire vendre des produits qui sont totalement inutiles. Il suffit de faire croire aux médecins qu'ils sont utiles. C'est comme le nuage de Tchernobyl, la corruption ne peut pas atteindre la France. Les médecins ne peuvent plus se défendre, nous sommes sous une dictature. Le ministère ne protège plus les malades, ce n'est pas son souci. Son souci, c'est soigner l'industrie pharmaceutique. Les piliers de la démocratie, c'est l'information et la justice. Le monde n'est pas celui des bisounours, mais nous et les bisounours gagnerons. Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h, minuit sur metatv.org, c'est la saison 2. Tout le monde est au rendez-vous, la régie est là, il y a Mika, il y a Steph, les modératrolles sont de sortie, je vois il y a Nuit, Jonathan, Ozzy, Sage et Yeris, on va dire, hein, là il y a une bonne équipe, et bien sûr tous les métanautes, Sefi, Sunzu, Lyon Part, Paul Smith, Karak, Fer Edman, Neo, Monsieur Pringles, Marco Linux, Vince Fatou Valigo, Mouaxi, Coral, Opossum, Lyon Part, Nico Clara, Le Télico, Fais-toi plaise, qui encore, il y a Repti Gris, Balzin, enfin, tout le monde est là, et ce soir, émission spéciale avec le docteur Delpine. Bonsoir, monsieur Delpine. Bonsoir. Donc, on fait la rectification immédiate, parce que vous avez vu professeur, vous m'avez dit, je ne suis pas professeur, même si j'enseigne, mais je suis docteur, donc préférez le titre de docteur. Absolument, voilà. Je suis docteur et je suis fier de l'être. Voilà, vous êtes donc chirurgien spécialisé dans les jambes, c'est ça? Spécialisé en orthopédie. En orthopédie. Et plus particulièrement dans les tumeurs osseuses. Et donc je suis aussi cancérologue. D'accord. Donc ce soir, on a titré l'émission « Comment sauver la sécurité sociale ». Alors ça, c'est un sujet qui intéresse énormément de gens, je sais, ça vous intéresse. La sécurité sociale, on va dire en plus à la française, hein, on a une espèce d'attachement particulier quand même pour cette institution. On sait qu'aujourd'hui, elle est mal, très mal. On ne cesse de nous parler du trou de la sécu. Alors, tout ça, on va pouvoir en parler. Absolument. Diapo 1, s'il vous plaît. Alors, comment ça commence? Voilà. Alors, le dernier trou de la sécu. Bon. Oui, effectivement, avant de voir comment on peut la sauver, car je prétends qu'on peut parfaitement sauver la sécurité sociale, on est obligé de faire un petit peu d'historique. C'est toujours pénible, oui. Mais sinon on ne comprend pas quelle était vraiment la sécurité sociale et rappeler aux jeunes qui n'ont pas vécu cette période pourquoi nos parents l'ont créée. Alors, j'ai un attachement tout à fait personnel à la chose, car mon épouse était la fille d'un des créateurs de la sécurité sociale quand il était au maquis au barrage de l'Aigle. Et nous avons toujours vécu dans la sécurité sociale. Sa femme lui était directeur de caisse jusqu'à sa retraite. Sa femme travaillait à la sécurité sociale. Et nous deux sommes des médecins qui avons toujours été conventionnés. Et donc nous pensons vraiment que la sécurité sociale est quelque chose de fondamental pour le ciment sociétal. Si on appartient à une communauté de pays, si on est français, c'est aussi parce qu'on est attaché aux valeurs de la France et celles de la solidarité. Je voudrais donc vous rappeler quels étaient les buts de la sécurité sociale et comment était créée. La sécurité sociale est l'héritage de la résistance. C'est pendant la guerre que le Conseil national de la résistance a inclus dans son programme Les Jours Heureux, donc Dieu de la diapo 2, un plan complet visant à protéger les citoyens des aléas de santé et en particulier d'assurer des moyens d'existence et surtout de se soigner lors des ennuis, que ce soit la maladie ou le chômage. Et d'emblée, il est mis dans le programme des Jours Heureux qu'avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. C'est un point tout à fait essentiel. On l'a passé, cette diapo? Oui, oui. Alors, cette déclaration du programme de la résistance, du Comité national de la résistance des Jours Heureux, a été repris après dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'accord, diapo 3. Diapo 3, en 1946. C'est pas très étonnant puisque c'est un émissaire de De Gaulle qui a participé à la rédaction, c'est un Français qui a participé à la rédaction. Et dans l'article 25, il est bien rappelé que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Et elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse et dans tous les autres cas de la perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Donc nous retrouvons vraiment les 5 caisses actuelles qui forment la solidarité nationale, la vieillesse, la maladie, l'incapacité, des maladies de travail.
malheureusement, les principes de la sécurité sociale, ceux qui font la particularité de la sécurité sociale à la française, Diapo 4, c'est qu'elle se voulait universelle, solidaire et paritaire. Ces trois éléments sont tout à fait fondamentaux. Universelle. Théoriquement, tout le monde devait participer, quelles que soient les caisses, quelles que soient les professions. Nous verrons que malheureusement, elle n'a jamais réussi à être universelle. Et alors, elle devait être solidaire. Alors, à l'origine, d'emblée, les patrons, qui n'étaient pas les patrons actuels, mais qui avaient les mêmes réflexes, les patrons dénonçaient la gabégie future. Si vous donnez aux pauvres le moyen de se soigner, ils vont abuser, ils vont créer des dépenses absolument colossales. Et les patrons ont refusé d'y participer. Et de l'autre côté, les assurances privées qui s'occupaient du risque santé avant la guerre ont crié à la spoliation. Vous nous retirez le pain de la bouche. Et c'est donc De Gaulle, qui, profitant de son statut de sauveur de la nation, qui a imposé la sécurité sociale par ordonnance. Les ordonnances datées du 4 et 19 octobre 1945. Il a imposé la sécurité sociale. Le but à l'origine était de rembourser 80% des dépenses de santé et 20% restait à charge des patients ou éventuellement des mutuelles pour les patients qui en bénéficiaient. Il y avait quelques crises, quelques caisses de mutualistes déjà. Surtout, les administrateurs étaient élus en collège, séparés, d'un côté le collège des patrons et de l'autre côté le collège des ouvriers, et la gestion était paritaire. Le pouvoir politique à cette époque de la création de la sécurité sociale entérinait automatiquement les décisions prises. Mais les patrons disaient « la sécurité sociale, c'est sécurité, c'est en trop, et sociale, beaucoup plus ». Suivant. Je ne sais pas comment passer les... D'accord. Alors, la diapo 5. Le problème, c'est que le succès de la sécurité sociale tenait en lui-même les prémices de sa destruction. En effet, le budget annuel de la solidarité nationale dépasse celui de l'État. Il faut le savoir, beaucoup de gens l'ignorent, mais par exemple pour 2013, l'État c'était un peu moins de 400 milliards d'euros, et le budget de la sécurité sociale, toutes les caisses confondues, de la solidarité nationale, de 469 milliards d'euros. Et évident, une telle masse d'argent faisait râler à la fois les gouvernants qui n'en avaient pas le contrôle, puisque c'était une gestion paritaire, et d'autre part la bourse, qui ne voyait pas pourquoi ces milliards leur échappaient et n'étaient pas investis en bourse, comme c'est le cas pour les assurances privées de santé, voilà, oui, ou pour les fonds de pension. Les fonds de pension, c'est ce qui fait marcher la bourse. C'est cette somme-là. Retraite par capitalisation. Donc, d'emblée, l'importance des budgets en cause aiguisait les appétits. Et les gouvernants ont finalement, relativement rapidement, pris le contrôle de la sécurité sociale. On a pu élire nos représentants. Ni les patrons, ni les ouvriers. Et le ministère, au début, il soumettait seulement la nomination du directeur de caisse à son accord, mais maintenant, c'est le ministre de la Santé qui décide quel est le directeur national de la sécurité sociale, c'est lui qui le nomme. Et en plus, c'est souvent le ministre de la Santé qui décide ce que la sécurité sociale doit rembourser. Alors que ce n'est pas du tout son rôle, théoriquement. Donc il y a un mélange des genres qui est tout à fait préjudiciable et totalement préjudiciable à la sécurité sociale. Et à partir du moment où la gestion a été mise à mal, bien entendu, Diapo 6, ouais. Diapo 6, l'argent du salaire différé, car c'était considéré par les résistants comme un salaire différé, capitalisé d'une part par les ouvriers, c'était une part de leur salaire qu'ils donnaient pour en bénéficier comme assurance, et d'autre part abondé par les patrons. Donc c'était considéré comme un salaire différé. L'argent du salaire différé a été utilisé par les politiques qui avaient pris le contrôle de la Sécu pour financer leur politique ou leur popularité. Donc on a vu progressivement les gouvernants soigner financièrement leurs proches, ce n'est pas en l'air. Tel ami fabrique un médicament, ce médicament ne sert à rien, mais l'ami a besoin qu'on aide un peu son entreprise, on décide que le médicament doit être remboursé. Je ne donnerai pas de nom, mais tout le monde les connaît. Également soutenir leur politique industrielle. L'argent de la sécurité sociale est fait pour les soins. Or, vous entendez très souvent le ministre de la Santé prétendre que l'argent doit servir à la recherche. Mais la recherche, il y a un ministère de la recherche, il y a des fonds pour la recherche. Et ce n'est pas la sécurité sociale qui doit financer la recherche. Et également la politique industrielle. Notre ministre actuel et le président qui va dans 2 jours ouvrir en grande pompe la réunion du LEM, qui est le syndicat des grands laboratoires pharmaceutiques, disent qu'il faut soutenir ces laboratoires.
Je veux bien, mais pas avec l'argent de la sécurité sociale qui est là pour soutenir les soins des malades. Et qu'on prive les malades de soins pour faire autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se sert d'une partie des fonds de la sécurité sociale pour faire de la recherche. Bien entendu. Et on s'en glorifie. Non seulement on le fait, mais en plus on le glorifie. Alors je vous le montrerai plus tard. Et donc les gouvernants ont creusé le trou. Un peu pour nos amis, un peu pour l'industrie, un peu pour la recherche. Et le soin passait bien entendu après. Alors, c'est très visible lorsqu'on s'intéresse au graphique. Alors, diapo 7. Au graphique de l'évolution de la dette de la sécurité sociale. On voit que jusqu'environ 2000, c'était tout à fait raisonnable. C'était 1% des fonds distribués, donc c'était pas grand-chose. Il a très fortement augmenté dans la décennie 2000-2010. Et il atteint, en 2011, il atteignait 11% du produit national brut. Et on nous dit c'est une catastrophe. Je rappelle que le déficit de l'État est 7 à 8 fois plus fort que le déficit de la sécurité sociale, eu égard aux sommes en question. Mais ça, on en parle beaucoup moins que du trou de la sécurité sociale. Car effectivement, le déficit de l'État, on ne sait pas comment le réverger, alors que le déficit de la sécurité sociale, on l'agite comme épouvantail pour dire il faut fermer la sécurité sociale, donner tout au privé. Alors on dérembourse, voilà, enfin... il faut souligner, et ça c'est le rapport annuel de la Cour des comptes de 2011, que les frais de gestion des organismes de sécurité sociale représentent seulement 3% des dépenses totales de la sécurité sociale, soit 10 milliards d'euros. C'est remarquable, c'est la même. Nous avons deux administrations, la sécurité sociale n'est pas une administration, mais on peut la considérer comme une administration, très performantes en France, qui sont l'administration fiscale et l'administration de la sécurité sociale. Ce sont deux administrations qui prennent une toute petite partie des sommes, des flux financiers qui leur passent entre les mains. Et c'est tout autant plus remarquable qu'on veut nous imposer des mutuelles qui prennent en moyenne entre 20 et 40%. Nous verrons ça plus tard. Donc bravo à l'administration fiscale et bravo à l'administration de la sécurité sociale qui est très performante du point de vue financier. La Cour des comptes, dans son rapport de 2011, disait que le déficit de la sécurité sociale est principalement causé par l'insuffisance de recettes ou un versement trop important de prestations, et non pas par les coûts de gestion. Alors, comment est-ce qu'on a creusé le trou? Alors, on a fait des cadeaux aux copains, vous l'avez vu. Diapo 8. Mais on a aussi diminué les ressources. Hein, comme selon le vieux principe de qui veut abattre son chien l'accuse de la rage. Donc là, on accuse la sécurité sociale de son trou. Et le trou, on le creuse volontairement. Donc là, régulièrement, on dit les cotisations sociales, qui, je rappelle, sont une fraction du salaire différé, sont des charges. On transforme ça en charge. C'est une charge pour les entreprises. Mais non, c'est une partie du salaire qui, au lieu de donner aux salariés, est donnée à la sécurité sociale. Mais c'est une charge et tous les patrons se plaignent des charges. Et donc là, nos gouvernants disent c'est très bien, on va diminuer les charges. Et donc au niveau du SMIC, toutes les cotisations sociales sont supprimées. Le montant des cotisations sociales employeurs jusqu'à 1,5 fois le SMIC est reprofilé. Ça, c'est un coût de 4,5 milliards d'euros. Je voudrais savoir combien l'État va donner à la sécurité sociale pour ces 4,5 milliards qu'il lui a volés. Autre grande mesure du gouvernement Hollande, je suis désolé de le citer, c'est la suppression des ressources des allocations familiales. C'est une charge, les allocations familiales. Eux, les familles, ils ont qu'à se serrer les ceintures. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, après tout. Bon, donc, ils ont qu'à les payer, c'est un luxe qu'on doit payer. Et donc, cadeau à nouveau au patron, on supprime les allocations familiales, et un coût total à nouveau de 4,5 milliards d'euros. Et à chaque exonération, le gouvernement dit, n'ayez pas peur, on va compenser. Mais à chaque fois, la compensation se fait d'après le calcul que fait le gouvernement, qui est toujours nettement en dessous de ce que ça rapportait avant. Et donc, la suppression des ressources creuse le trou. C'est un bon moyen de creuser le trou. La Cour des comptes, dans un rapport plus récent, 2013, a pourtant démontré que la suppression des allocations familiales n'aurait pas d'impact positif sur la croissance ni sur l'emploi. Aucune des simulations que nous avons faites n'a permis de mettre en lumière un prélèvement de substitution, puisqu'on enlève les cotisations des patrons, mais pour éviter le trou, on prélève autre chose. Donc aucun des prélèvements de substitution aurait une croissance sur la croissance ni sur l'emploi un impact significativement positif. Et le même rapport disait, il faut faire des économies. C'est d'abord par un effort méthodique d'économie, de maîtrise rigoureuse de la dépense, que doivent se rechercher les possibilités de baisser les cotisations patronales, familiales, mais c'est exactement la même chose pour la santé. Il faut faire des économies qui ne pénalisent pas
l'objet pour lequel a été faite la sécurité sociale, c'est-à-dire le malade. Il ne faut pas pénaliser les malades, il ne faut pas non plus augmenter les cotisations, il faut faire des économies. Et donc regardez ce qui est indispensable, ce qui était d'ailleurs prévu par nos pères, hein, les soins, et du reste. Et éliminer le reste ou transférer le reste à d'autres choses. C'est la Cour des comptes qui le dit. Alors, on a donc supprimé une grande partie des ressources, qu'on a appelé allègement de ça à charge, au lieu de dire suppression des ressources de la sécurité sociale. Et de l'autre côté, on a ajouté des charges. On charge le bateau jusqu'à ce qu'il coule. Et on est content. Alors, un livre qu'il faut lire absolument. Donc, c'est la diapo 11. C'est la 11, ouais. C'est un livre qui malheureusement est écrit en anglais, mais je crois qu'il vient d'être traduit par les Canadiens. Donc il est lisible en français dans une édition canadienne. C'est Deadly Medicine et Organized Crime. Médicaments tueurs et crimes organisés. Le sous-titre, comment les grands laboratoires pharmaceutiques ont corrompu le système de santé de soins. Et l'auteur n'est pas un excité, c'est un professeur de médecine danois qui s'appelle Peter Gotch, parfaitement connu et apprécié dans le monde entier. Alors, il montre effectivement le détail de la corruption et elle est absolument effrayante, elle atteint tous les niveaux. Alors, et ça explique pourquoi on a des charges indues. Alors, dans les charges indues pour notre sécurité sociale française, on peut admettre que les médicaments inutiles, qui ont été bien soulignés par le livre de Debré et Venn récemment, mais aussi par celui de mon épouse sur la face cachée des médicaments, coûtent 4 milliards d'euros chaque année à notre sécurité sociale. Des médicaments qui ne servent à rien, et tout le monde le sait. Servent à rien et qui sont prescrits. Voilà. Oui, parce que la force des laboratoires, c'est d'être capable de faire vendre des produits qui sont totalement inutiles. Il suffit de faire croire aux médecins qu'ils sont utiles. Et c'est tout. Et pour ça, on crée des études en achetant des gens, des études bidons, qui disent que le médicament est efficace. C'est très très bien détaillé par ce livre, mais aussi dans plein d'articles américains. Bien entendu, jamais en France. Alors, les médicaments inutiles, 4 milliards. Les médicaments trop chers, 10 milliards. Alors là, il faut remercier M. Rader, qui est un pharmacien, qui est le bras droit actuellement, je crois, de Dupont-Aignan, qui s'est toujours intéressé au prix des médicaments, et il montre qu'en France, nous payons nos médicaments en moyenne 30% plus cher que les grands pays européens voisins. Ah oui. Avec des exemples. Que l'Allemagne, que les Pays-Bas, que l'Italie, à tel point que certains laboratoires achètent dans ces pays les médicaments et les revendent en France en mettant une étiquette française, ce qui leur augmente leurs bénéfices. Et il y a aussi les médicaments herbistes. Ça, c'est une très très belle invention du plan cancer et de notre ministre. Ce sont des médicaments dont on ne sait pas pour l'instant s'ils sont efficaces, qu'on ne sait pas quels sont leurs risques, et dont les prix n'ont pas été négociés, puisque les prix en France des médicaments sont négociés entre le laboratoire et les services chargés du ministère. Il y a un comité de fixation du prix. Et donc ces médicaments sont dits tellement importants qu'il faut absolument les donner au public avant même qu'on sache s'ils sont efficaces et dangereux. Inoffensifs, je veux dire. Et bien entendu, comme on les met tout de suite, on n'a pas le temps de négocier le prix, donc c'est le laboratoire qui fabrique, qui donne le prix et qui impose son prix. C'est soi-disant pour faciliter l'innovation technologique. C'est là où on revient, il faut faciliter la recherche. Ils ne trouvent rien, sauf des crédits. Il y a aussi, parmi les choses inutiles, les vaccinations. Alors, je ne sais pas si les vaccins sont utiles ou non en France. Actuellement, hein, je ne dis pas dans le passé, nous parlons de la France, je ne parle pas des pays du tiers-monde, mais en France, en 2015, on peut s'interroger très sérieusement sur l'intérêt pour une personne donnée de se faire vacciner. En tout cas, même si c'est intéressant, il n'y a aucune raison que ce soit imputé à la sécurité sociale. La vaccination ne traite pas, n'est pas un soin. C'est un acte préventif. La prévention n'a rien à faire dans le soin. Si le gouvernement veut faire de la médecine préventive, c'est tout à fait son droit, et c'est peut-être utile, encore faudrait-il qu'on y regarde si c'est utile, ce que habituellement en France on ne fait jamais. Dans d'autres pays on le fait, mais en France on n'évalue jamais l'impact réel des politiques de santé sur la santé. C'est quoi, mais ça c'est le rôle du ministère normalement Oui, mais il se garde bien de le faire. Ça risquerait d'être un peu trop difficile, donc on est toujours obligé de regarder ailleurs pour savoir ce que les autres en pensent. Alors, si le ministère de la Santé juge qu'il faut faire de la médecine préventive, très bien, qu'il le fasse à ses frais, mais qu'il ne fasse pas porter la médecine préventive par la sécurité sociale qui doit faire du soin, ne mélangeant pas les genres. Et donc il doit la financer sur son budget propre et ne pas dire « sécurité sociale, tu payes ». Surtout qu'on a vu des affaires comme celle
Du H5N1 avec les fameux vaccins. Nous y viendrons. D'accord, Nous y reviendrons, rassurez-vous. C'est quand même un très beau... Alors, beaucoup de ces charges indues sont liées... Alors, diapo 12. Beaucoup de ces charges indues sont liées au conflit d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont faits pour une personne d'avoir un rôle officiel, donc je suis expert du médicament à l'agence du médicament, ou je suis à l'INCa, l'Institut National du Cancer, et je décide des traitements qu'on doit donner. D'ailleurs, c'est quoi? C'est des médecins qui sont experts? Ce sont des médecins ou des pharmaciens, ça dépend des cas, ou des économistes, majoritairement des médecins, majoritairement des professeurs, et souvent des professeurs d'université, ce qu'on appelle les leaders d'opinion. D'accord. Ces gens-là, c'est très bien qu'ils soient experts. Ce qui est très ennuyeux, c'est que leur principale ressource n'est pas l'expertise pour le ministère. Leur principale ressource, ce sont les laboratoires qui les payent. Donc ces gens qui conseillent le ministère, qui sont la caution technique des prises de décision, sont en fait payés par les autres, par ceux qu'ils doivent contrôler. Donc le contrôlé paye le contrôleur. C'est un peu difficile de croire que l'opinion de quelqu'un qui est payé par un laboratoire 500 000 € par an soit totalement indépendant de l'intérêt du laboratoire. Et alors là, vous avez un exemple d'une penderie d'un expert, et sa femme lui met « Chérie, quel costume mets-tu ce matin ?» Et on voit effectivement que on a d'une part expert de l'agence du médicament, mais à côté, la veste, je suis enseignant à la faculté, donc je dis aux jeunes docteurs quels sont les bons médicaments. Mais en même temps, je suis aussi un expert à la télé. Je passe tout le temps pour dire les nouvelles techniques. Vous savez, on a un produit miracle qui vient de sortir. Et puis aussi, c'est moi qui donne un essai. Je suis le promoteur d'un essai, c'est-à-dire je dis à un malade, oh là là, votre maladie est grave, il faut absolument que vous ayez le nouveau médicament qui est miracle. En fait, je suis payé par le laboratoire pour recruter des malades qui me permettront comme ça de dire que le médicament est formidable. C'est ce qu'on appelle un promoteur. Et également, je touche des jetons de présence car le laboratoire a demandé que je le conseille. Parce que le laboratoire, on a un exemple très bien actuellement sur le traitement nouveau de l'hépatite virale, soi-disant miracle, et il se trouve que la moitié des experts importants qui a été mandaté par le ministère pour voir si ce produit était bon, étaient payés par le laboratoire. Et non seulement ils étaient payés par le laboratoire, mais en fait, beaucoup allaient conseiller le laboratoire sur sa politique pour faire admettre son médicament à un prix faramineux. Donc ces médicaments... Alors on comprend qu'il y a toutes sortes de prestations préventives, d'utilité très discutable en plus, et dont l'efficacité réelle n'est jamais évaluée. C'est en particulier les dépistages et les vaccins, où on ne regarde jamais si ça sert à quelque chose. Alors, un très bel exemple, et c'est un exemple là qui est tiré de l'actualité assez brûlante, c'est Solvadi. Ouais. Alors ce médicament a donc été commercialisé par le laboratoire américain Gilead, et dans les experts qui ont donné les recommandations, on a les preuves actuellement que beaucoup de ces experts ont participé en 2013-2014, donc avant qu'il y ait un soi-disant accord entre le ministère, à des réunions stratégiques du laboratoire où ils disaient comment il fallait faire pour faire admettre leurs produits. Et il faut savoir que ce médicament a coûté en 2014 650 millions d'euros à l'assurance maladie. Donc si le labo a payé une centaine d'experts, même s'ils ont payé très cher, ça fait jamais que 50 millions d'euros, donc il en a encore gagné 650, car on pense que le médicament qui est vendu 900 euros doit revenir à environ 50 euros à chaque fois. Donc le bénéfice est absolument colossal. Je veux dire que les actions, d'ailleurs, acheter du Gilead, c'est tout à fait en hausse en ce moment. Alors, en dehors des médicaments de cet exemple, les vaccinations. Les vaccinations sont pour un laboratoire, c'est fantastique. Quand vous avez un traitement curatif, une infection grave, vous inventez un antibiotique. C'est compliqué, il faut le tester, ça prend 10 ans, vous avez 10 ans de brevet, au bout de 10 ans, vous perdez l'exclusivité, il y a des génériques qui arrivent, et puis c'est terrible, parce que le malade, de deux choses une, ou votre médicament marche et vous le guérissez, en 15 jours, parfois un mois, mais au moins un mois, il est guéri, il n'a plus besoin du médicament. Ou alors il meurt et il n'a plus besoin du médicament. Donc vous avez fait des investissements pour traiter quelques personnes malades pendant 15 jours. Le vaccin, c'est beaucoup mieux. Le vaccin, vous traitez l'ensemble de la population. Ils n'ont pas besoin d'être malades. Et en plus, vous avez des rappels à faire. Donc c'est le marché idéal, car ça couvre la totalité de la population. Et puis c'est souvent, il y a une espèce de caractère obligatoire du vaccin. Alors non, mais là c'est parce qu'ils font agir leur agent d'exécution. Alors, le comité des vaccinations est quelque chose que j'ai été amené à voir avec une journaliste récente.
à propos du Gardasil. On est très très étonné, le Gardasil est le prochain scandale sanitaire, je pense, qui éclatera, même si on essaie de le cacher en France, il éclatera à l'étranger. Et le comité des vaccinations insiste en disant que c'est tout à fait indispensable. Et donc on s'est demandé, on a cherché leur lien d'intérêt. Il faut savoir que ces fameux liens d'intérêt qui lient les experts, qui donnent des décisions, et les firmes qui font les produits, ces liens d'intérêt ont été responsables de multiples catastrophes sanitaires, dont une aux États-Unis, qui est celle du Vioxx, qui a tué 28 000 personnes au moins, certains disent 35 000, et en fait plus de 150 000 victimes. Et ceci avait montré exactement le problème que la Drug and Food Administration, c'est-à-dire l'administration chargée de surveiller les produits médicamenteux, était truffée d'experts qui touchaient des laboratoires et donc n'allaient pas dire le contraire, n'allaient pas aller contre les intérêts de ces laboratoires. Et donc aux États-Unis, les politiques ont fait ce qu'on appelait les Sunshine Act. C'était un ensemble de lois destinées à assainir le milieu de la pharmacie et des grands laboratoires. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un marchand de médicaments s'appelle un drug dealer, c'est-à-dire exactement le même nom que le marchand de drogue du coin. Et qu'aux États-Unis, l'opinion publique les considère à peu près comme des marchands de drogue. C'est-à-dire qu'ils ont une image absolument déplorable, juste après les pétroliers. Les pétroliers sont ceux qui ont la plus mauvaise image, et après ce sont les pharmaciens, car les gens sont parfaitement conscients des politiques menées depuis une quinzaine d'années. Depuis en fait les derniers succès qui ont été le sida. Et après le sida, ils n'ont plus rien fait. Alors, on s'est intéressé aux liens d'intérêt. Parce qu'en France, on a eu une loi aussi, la loi qui s'est appelée pour la transparence, qui a été votée par l'ensemble des députés, enfin 80% des députés ont voté cette loi en novembre, juste avant 2011, je crois, juste avant le changement de gouvernement. Et malheureusement, le gouvernement Sarkozy n'avait pas promulgué les décrets d'application, et les décrets d'application... Bon. Alors là, il est dit que tout le monde doit donner ses liens d'intérêt. La transparence, on n'interdit pas, la loi ne prévoit pas l'interdiction des liens d'intérêt, mais exige qu'on les donne. Et malheureusement, notre ministre actuelle, Marisol Touraine, a promulgué des décrets en février 2014 qui annulent complètement l'intérêt de cette loi, puisqu'elle dispense les gens qui ont un contrat commercial avec un laboratoire de déclarer leur lien d'intérêt. Alors j'ai pu toucher du doigt la réalité donc récemment, parce que nous avions les anciennes déclarations de lien d'intérêt du comité des vaccinations et les nouvelles déclarations depuis les textes d'application de Roselyne Bachelot. Et bien maintenant, il n'y a plus de lien d'intérêt visible. Tous ces gens n'ont pas de lien d'intérêt déclaré et ils le font d'après notre ministre actuelle, Marisol Touraine, en application des décrets d'application. Alors ces décrets, il faut savoir que tout le monde avait râlé, enfin, pas les laboratoires, c'est eux qui les avaient écrits, mais les associations anticorruption, le FRANDEP, et même le Conseil de l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre qui n'est pourtant pas toujours à la pointe des avancées démocratiques, avait dit quand même qu'il est anormal de ne pas publier sous prétexte du secret des affaires. Car Marisol Touraine avait mis que le secret des affaires était plus important que la santé publique. Il faut pas dire qu'un tel professeur travaille tel labo, ça peut donner un avantage concurrentiel au labo concurrent. Enfin, on se moque vraiment de nous. Et la santé publique, où est-elle? Et je rappelle que c'est la ministre de la Santé, ce n'est pas le ministre de l'Industrie, théoriquement. Donc c'est un peu curieux comme langage, mais c'est la réalité. Alors, dans ce comité des vaccinations, donc, il n'y a plus de lien d'intérêt visible, des choses tout à fait mineures. C'est normal. Ils touchent plus de quelques centaines de milliers d'euros, et pour toucher ça, il faut avoir un contrat commercial. Donc ils sont dans la loi, ils ont signé un contrat commercial, ils sont couverts par le secret des affaires. Et nous autres publics, nous devons vacciner nos enfants d'après leurs recommandations. Alors, on a multiplié les vaccinations sans raison médicale réelle, on a augmenté leur prix sans raison objective. À une époque, la vaccination antitétanique, c'était 5 ou 10 euros. Le dernier vaccin, le vaccin Gardasil, est 350 euros. Ouais. Bon. Alors, pour les vendre, en plus, on entretient la peur des maladies bénignes. On essaie de vous faire croire que la rougeole est une maladie catastrophique. Il y a un cas de diphtérie qui n'est pas un virus, je rappelle, donc le traitement normal n'est pas un vaccin. Et on a trouvé un cas en Espagne, donc là, le monde entier va en parler. Enfin, dans les pays occidentaux qui sont capables de payer les vaccins, on peut être sûr que nos laboratoires qui fabriquent ces vaccins vont amplifier le phénomène en disant que c'est une catastrophe. On a agité, souvenez-vous, la grippe H1N1, on a agité le spectre de la grippe espagnole, parce que peut-être le génome de ce virus ressemblait à celui dont on avait trouvé.
des pandémies, des cancers induits par les virus, donc vous avez le garde d'asile. Mais avant, il y avait déjà l'hépatite C. Alors rappelons quelques exemples, parce qu'ils sont quand même très instructifs, surtout certains cas ont été jugés. Alors, le tout premier qui s'est intéressé au vaccin, c'est D'Alembert. D'Alembert était le mathématicien génial du siècle des Lumières. Et à cette époque, les despotes étaient éclairés, y compris les despotes de Prusse. Et donc, le monarque de Prusse voulait savoir s'il devait faire vacciner sa population. Je dis bien vacciner, car le problème à l'époque le vaccin vient de ce nom-là. Le problème à l'époque le plus grave était la variole. La variole pouvait décimer une population. Et un Anglais, Jenner, avait remarqué que les enfants vachés, ceux qui trayaient les filles des vaches, ils attrapaient de temps en temps une maladie bénigne qui donnait des pistules, un peu comme la variole, mais qui n'était jamais dangereuse. Et c'était dû à quelque chose qui ressemblait à la variole. Effectivement, on sait maintenant que c'est un virus très proche. Et ce virus s'appelle vaccine. Et le nom de vaccin vient de la vaccine, la première infection. Et en inoculant la vaccine, on se protégeait contre la variole. Mais il y avait des accidents. C'est un virus vivant. Quand on disait un virus vivant, et on était au siècle des Lumières, donc il y a quand même 2 siècles et demi. Et donc il y avait quelques risques. Et donc Frédéric de Prusse a demandé à D'Alembert, faut-il ou pas que je vaccine ma population? Frédéric de Prusse lui aimait les soldats. Et il ne voulait pas que son armée soit décimée par une brusque épidémie, qui était quand même la terreur des époques, des combats des militaires à cette époque. Et D'Alembert a eu cette réponse qui est totalement valable actuellement. Celui qui se fait inoculer, entre parenthèses la vaccine, est à peu près dans le cas d'un joueur qui risque 1 sur 200 de perdre tout son bien dans la journée, il pouvait en mourir 1 fois sur 200, pour l'espérance d'ajouter à ce bien, sa vie, une somme inconnue et même assez petite au bout d'un nombre d'années fort éloigné. Pour chaque individu, l'intérêt de sa conservation particulière est le premier de tous. Comme nous, actuellement, on veut vivre. L'État, au contraire, considère que tous les citoyens sont indifférents et que sacrifiant une victime sur 5, il lui importe peu de savoir quelle sera la victime, pourvu que les 4 autres soient conservés. Pour l'armée, c'est important. Si on a 1 sur 5, c'est pas grave, on a 80% du potentiel conservé. Et là, la conclusion d'Alembert était remarquable. Il s'est dit, mais en tant que monarque aussi équitable que sage, donc il s'adressait à Frédéric de Prusse, je crois qu'il faut laisser aux citoyens la liberté pleine et entière de se livrer et de se refuser à cette opération. Et je pense que ceci est toujours vrai actuellement et malheureusement trop souvent oublié. Alors, un exemple des vaccinations quand même. 16. Ouais. C'est l'hépatite B. On peut. Alors pour ça, je vous invite à voir le site de Marc Girard sur Internet, qui est vraiment remarquable, et qui a su faire d'être un donneur d'alerte par les laboratoires qui l'ont vraiment massacré, et bien entendu par le ministère. Donc l'hépatite B avait été supposée par les grands spécialistes, tous experts, tous professeurs, prévenir le cancer du foie. Car si on évitait l'hépatite B, et qu'on sait que l'hépatite B peut être favorable au cancer, on devrait diminuer le risque de cancer du foie. C'est ce qui avait été agité par les spécialistes. Alors d'autre part, on avait raconté que ça pouvait se donner par la salive, par n'importe quoi, car vraiment en faisant un petit signe, les enfants risquaient de l'attraper, ce qui est totalement faux. Alors, cette vaccination a été promue très largement par le ministère. Ouais. Ça a été une publicité très efficace, puisque 50% de la population à peu près s'est vaccinée. Elle a été rendue obligatoire pour les hospitaliers. Moi, je ne voulais pas être vacciné. J'ai dû me vacciner parce qu'on vérifiait mes anticorps, et si je n'avais pas mes anticorps, on me rappelait. Ah oui, dans les hôpitaux, la seule médecine du travail que j'avais comme chirurgien, j'étais rappelé par le médecin du travail de l'hôpital pour me dire à combien sont vos anticorps, régulièrement. Alors, il faut dire maintenant, avec 20 ans de recul, on sait que cette soi-disant prévention sur le cancer du foie était totalement mensongère, puisque depuis qu'on a fait cette grande campagne de vaccination, le nombre de cancers du foie a augmenté de 20%. C'est les chiffres de l'Institut national du cancer et des statistiques médicales. D'autre part, l'APSAP a répertorié plus de 3000 complications sérieuses, et les complications sérieuses sont avant tout des complications neurologiques, et en particulier les scléroses en plaques. Le tribunal administratif, l'ONIAM et le Conseil d'État ont finalement reconnu la responsabilité du vaccin chez les victimes
qui ont été contraintes de se vacciner du fait de leur emploi. Comme moi, chirurgien, j'étais employé, si j'avais eu ma sclérose en plaques, je pourrais être indemnisé. Mais si vous avez été le couillon qui avait suivi la publicité et vous êtes fait vacciner sans y être obligé, ben vous pouvez toujours courir, vous ne serez pas remboursé. Alors, quand on parle de corruption, bien sûr, c'est dans les autres pays. C'est comme le nuage de Tchernobyl, la corruption épargne la France, tout le monde le sait. En Italie, ils ont un système, ils connaissent la mafia mieux que nous, puisqu'ils l'ont créée. Et ils ont des moyens de lutter contre la mafia que notre justice n'a pas. Et en particulier, ils ont le statut des repentis. Donc, je vous rappelle que si vous confessez votre crime, et vous promettez de ne plus retomber dedans, et si vous vendez tous les copains avec lesquels vous avez fait le crime, vous n'avez pas de peine ou une peine très allégée, et en plus on vous fournit une nouvelle identité à un nouvel endroit pour avoir une chance d'échapper à la vengeance des anciens. Alors, les écoutes téléphoniques, les Italiens aiment bien téléphoner en plus, ça aide leurs policiers, et ils ne peuvent pas résister au téléphonino, qui est le portable, ça s'appelle téléphonino là-bas. Et en 91, le président d'un très grand laboratoire qui était Sislin Becham, qui est passé maintenant, je crois, en GSK, il a été pris la main dans le sac et il a été obligé, il risquait 10 ans de prison, et donc il a décidé d'être repenti. Et il a avoué donc qu'il avait donné au ministre italien de la Santé, qui s'appelle Francesco De Lorenzo, 600 millions de lire, quelques mois avant que ce dernier rende la vaccination contre l'hépatite B obligatoire dans son pays. Paolo Schirino Pomiccio, qui est l'ancien ministre du Budget, et le docteur Paul Giulini, président de l'Ordre des médecins, et plus d'une soixantaine d'autres membres du ministère de la Santé ont été également condamnés. Et le journal de la protection de la santé, le Giornale della Protezione della Salute de mars 1998, qualifiait leurs pratiques de mafieuses. Mais malheureusement, on n'a pas recherché ce genre de choses en France à propos de l'hépatite. Ah bah c'est toujours chez les autres. C'est les autres. Chez nous, il n'y a rien. Nous on est bien. Nous, on est bien. Alors, nous, par contre, on a la grippe H1N1 qui est quand même pas mal. Elle a été déclarée pandémie par les experts de l'OMS. Tous étaient payés par les deux. J'ai mis presque tous parce que leurs liens d'intérêt ne sont toujours pas déclarés à l'OMS. L'OMS trouve qu'il n'y a pas besoin de déclarer ses liens d'intérêt. Il n'y a pas besoin. Mais on sait, alors grâce aux revues américaines, on connaît quand même les liens d'intérêt et on sait qu'ils sont tous avec des gros liens d'intérêt. Alors, la grippe H1N1 avait été présentée comme la nouvelle peste. C'était la grippe espagnole, c'était terrible, vous allez être tous morts si vous ne faites pas. Et alors, ce qui est formidable, comme on a acheté les vaccins avec des clauses secrètes. Donc la représentation nationale ne savait même pas ce que le gouvernement signait au nom des Français. Parce qu'il y a une clause quand même qui était intéressante. Ça exonérait par avance les firmes pharmaceutiques des conséquences éventuelles à la vaccination. C'est-à-dire si ça se passe mal... Si ça se passe bien, j'encaisse le fric. S'il y a des complications, le gouvernement paiera. Cette clause a été signée par notre ministre de l'époque, Roselyne Bachelot. Sans sourciller, ça a été copié d'une clause américaine, ça a été fait aux États-Unis, ça a été accepté en France comme si rien. Mais là non plus, on ne cherche pas la corruption. Hein. C'est comme le nuage de Tchernobyl, la corruption ne peut pas atteindre la France. Alors, à propos de cette vaccination, effectivement, on retombe sur les trucs habituels. Si vous dites non aux vaccinations obligatoires, je ne dis pas non aux vaccinations à tout le monde, je dis aux vaccinations obligatoires. On doit donner une information vraie, scientifique et éclairée aux gens et qu'ils doivent choisir en connaissance de cause, comme on fait pour tout traitement. Et le vaccin n'a pas à avoir un statut de tabou parce que nous avons été le pays de Pasteur. Il faut être un petit peu... Donc là, la H1N1, là aussi, le vaccin a été rendu obligatoire pour les membres de santé. Et j'ai eu ma piqûre. Et moi, je disais partout, il ne faut pas se vacciner parce que ça me paraissait une fumisterie. Je veux dire que 75% des médecins de base pensaient que cette vaccination était totalement inutile et parfaitement scandaleuse. Ils ne se faisaient pas vacciner. Les infirmières aussi, les syndicats des infirmières l'ont dit. Mais le ministère agitait l'épouvantail. Puis on envoyait alors sans arrêt des invitations aux gens pour leur dire venez vous faire vacciner. C'est gratuit, vous serez protégés et tout. Voilà. Et alors, moi, ils m'ont eu parce que je ne voulais pas être vacciné. Et on m'a fait le chantage affectif puisque j'allais dans un cirque de cancérologie avec des enfants immunodéprimés. Et on m'a dit, vous risquez de contaminer vos petits malades qui sont particulièrement fragiles. Et c'est vrai que je me suis fait vacciner sur cet argument qui est vraiment un chantage affectif complet. Et totalement faux. Alors cette grippette a coûté, si on compte non seulement les vaccins, mais il y a aussi les traitements contre la grippe.
qu'on sait être inutile aussi. Ça a été démontré dans le journal, dans le British Journal. Les fameux vaccins contre la grippe chaque année, là, qu'on reprend. Non, je parle... Non, ça c'est autre chose. Les vaccins contre la grippe, le problème en France, c'est que nous n'avons aucune évaluation des politiques de santé. Jamais. Jamais. Partout dans le monde anglo-saxon, on développe ce qu'on appelle le cost effectiveness, c'est-à-dire que vous proposez une technique, on y étudie son coût, et on étudie son intérêt financier pour la collectivité. C'est peut-être un peu choquant du point de vue médical, mais c'est en tout cas, ça évite des dérives telles que nous subissons en France, des dérives où on fait des choses uniquement pour le fric. Hein. Et par exemple, puisqu'on parle de cost effectiveness, une très belle étude qui a été faite en Iran, où ils se sont posé la question, faut-il ou pas utiliser le garde-asile ? Ils ont donc fait un cost effectiveness study, et ils ont conclu que ça ne servait vraiment à rien, que le prix était totalement exorbitant pour le bénéfice éventuel. Je dois dire que l'Iran a une situation à propos du cancer du col qui est bien plus mauvaise que celle de la France, puisque en Iran, les frottis ne sont pas aussi répandus et aussi facilement pratiqués qu'en France, pour des raisons culturelles, je pense. Bon, alors pour la grippe H1N1, ça a coûté, le gouvernement dit 600 millions d'euros. Si on est un peu plus raisonnable et qu'on regarde les papiers là-dessus à l'étranger, car le Parlement européen s'est fait les gorges chaudes de la France, hein, d'avoir commandé la montagne de vaccins, 2 vaccins par Français, oui, c'était ça. C'est vraiment, on a fait rigoler beaucoup de nos amis européens. Et ils voulaient qu'on fasse une comité d'enquête, mais bien entendu, il n'y aura jamais de comité d'enquête, c'était la précaution. Donc on dit près de 2 milliards qui auraient été dépensés. Je pense que le prix réel, je parle des vaccins, mais aussi des traitements, qui étaient tout aussi scandaleux, des traitements antiviraux, où il a été démontré que ça diminuait de un peu moins d'une journée le temps de maladie. Et ça n'évitait pas de choses graves, puisqu'il n'y avait pratiquement pas de choses graves. Cette grippette a tué moins de gens que la grippe habituelle. D'accord. Bon. Pourtant, on nous a fait tout, ça fait la une des journaux, c'était l'alerte mondiale. Oui, mais ça, c'était... Les laboratoires ont organisé l'alerte mondiale. Les laboratoires ont dit aux experts de changer les définitions de la pandémie, car il faut savoir que la définition de la pandémie avait été changée 6 mois avant. On était beaucoup moins exigeant pour dire qu'il s'agissait d'une pandémie, comme par hasard. Et quand c'est arrivé, moi personnellement, j'ai entendu la ministre à la radio dire « Si vous ne croyez pas que c'est dangereux, venez, je vous montrerai des enfants qui meurent de ce... » Or, à cette époque, il n'y a eu aucun mort en France. Donc elle a menti. Alors le vaccin garde-asile, c'est un peu l'actualité. Ah, ça coûte quand même 400 millions d'euros par an. Et on fait courir des risques inconnus, je dis bien inconnus puisqu'on ne l'a pas testé, inconnus à la population. Or, il n'a aucun intérêt. Alors, garde-asile, pour expliquer, c'est un vaccin qui prévient le cancer de l'utérus? Non, il est vendu, c'est là où il y a une promotion mensongère, on dit qu'il prévient le cancer de l'utérus. Voilà. Il n'y a strictement aucune preuve actuelle, je suis absolument formel, je veux qu'on me montre la preuve qu'il diminue le risque de cancer de l'utérus. Personne ne peut le dire, pour une simple raison, c'est qu'on pense au cas où le papillovirus serait vraiment responsable à lui seul du cancer du col, on sait qu'il y a entre 20 et 25 ans de délai entre le moment où il y a l'infection et le moment où il y a le cancer. Comment peut-on prétendre qu'il guérit du cancer alors qu'il n'y a pas le délai de réaliser? Donc, je dis bien qu'il s'agit d'une promotion mensongère. Qui disent qu'il prévient certaines infections à papillomavirus, d'accord, ça c'est vrai. Mais d'abord, les papillovirus, il y en a environ 200. Là, il y en a 4 souches. Alors, je veux bien qu'il y ait des protections croisées, qu'on protège peut-être contre 50 souches, mais il y a plein d'autres souches qui ne sont pas couvertes. Et en écologie, on sait très bien que quand on fait disparaître certaines espèces, il y a une autre espèce qui prend la place. Il y a ce qu'on appelle, on crée une niche écologique pour que quelqu'un d'autre vienne. Donc, on ne mesure pas du tout, on est incapable de mesurer le prix. Alors, cela ne serait pas poussé par la publicité telle qu'elle s'il ne bénéficiait pas d'un prix exorbitant. Et ce prix exorbitant est payé par la sécurité sociale pour les 2/3, et notre ministre de la Santé veut absolument qu'il soit remboursé à 100% l'année prochaine. Et 200 millions de plus pour la sécurité sociale. Tout ça, je rappelle qu'il n'y a eu que 1000 morts, un peu moins de 1000 morts l'année dernière de cancer du col, que la plupart de ces morts, sinon la totalité de ces morts, a été évitée si les femmes avaient fait ce qui est connu depuis très longtemps, depuis au moins 40 ans, qui sont les frottis cervico-vaginaux, à faire tous les 2 ou 3 ans. Le cancer du col n'explose pas,
il donne d'abord des desquamations cellulaires, ce qu'on appelle un cancer in situ, pendant quelques mois ou quelques années, avant de devenir invasif. Et donc on peut le traiter très simplement lorsqu'il est in situ, et on guérit à 100% in situ. D'accord. Donc on a le moyen, on a l'arme absolue contre le cancer du col, et ceci coûterait au maximum 50 millions d'euros par an, contre 400 millions pour le vaccin. Donc on dépense inutilement 350 millions, et ce n'est pas tout à fait inutile, on fait courir en plus des risques, car on ne connaît pas les complications de ce vaccin avec certitude, mais on a beaucoup de publications étrangères qui montrent que c'est dangereux, et en particulier à cause des accidents neurologiques. Il y a environ 200 cas de morts qui sont répertoriés dans le monde entier, où le gardasil a été, où les vaccins contre le papillomavirus ont été accusés. Je ne prétends pas qu'il y a une cause à effet, et c'est toujours extrêmement difficile, mais on ne demande pas, par exemple, pour une infection qui suit une intervention chirurgicale, si on dit le chirurgien est responsable de l'infection. Mais quand c'est une complication qui suit un vaccin, on dit oh là là, c'est par hasard que ça arrive, ça ne peut pas être le vaccin. Donc, en fait, il y a quand même environ 200. Donc il y a en France une négation des complications. J'ai entendu parler aussi, on parlait que ce vaccin il provoquait rendait les gens stériles. C'est vrai? Je ne peux. Alors, rendre, il faut mettre une relation de cause à effet. Ça, c'est très difficile en médecine. Affirmer une relation de cause à effet est très très difficile. Il faut effectivement regarder tous les autres facteurs possibles, croiser. On peut le faire sur une population. Si on a une grande population, qu'on voit que c'est plus fréquent dans tel cas, mais autrement, c'est très difficile. Donc je ne peux pas répondre à cette question, je suis désolé. Ce qui paraît quand même se dégager de la littérature internationale honnête, c'est-à-dire qu'il ne soit pas payé par les laboratoires. Il ne faut pas oublier que toutes les grandes revues ont leur budget, donc où au minimum 80% est payé par la publicité des laboratoires pharmaceutiques. Donc ils contrôlent. Oui, donc ils contrôlent tout en fait. Ils contrôlent les professeurs, ils contrôlent l'enseignement, ils contrôlent les revues, ils contrôlent aussi, rassurez-vous, les sociétés savantes. Car si vous vous intéressez un peu au fonctionnement des sociétés savantes et à leur budget, je voudrais que tous les beaux congrès qu'ils font, c'est uniquement les laboratoires qui payent. Ils n'ont pas d'argent. Autrement dit, quand une société savante, telle que là, pour le garde-asile, nous avons 7 ou 8 sociétés savantes, l'infectiologie, les pédiatres, les gynécos, qui ont tous dit la main sur le cœur, il faut faire le garde-asile, vous éviterez le cancer du col. Intéressez-vous un peu aux fonds qu'ils ont reçus du laboratoire qui le fabrique. Vous aurez des surprises. Et donc en France, on a la négation des complications, alors qu'au moins le ministère de la Santé japonais et celui de l'Autriche, qui ne sont pas des pays particulièrement ignares, ne recommandent plus ce vaccin. Alors on peut se poser la question, est-ce que le vaccin garde-asile sera le prochain scandale sanitaire en France? Cette question est tout à fait d'actualité. Il faut comprendre d'une part, il est 100 fois plus cher que le vaccin antitétanique, on n'a pas compris pourquoi c'est à ce prix. Oui. C'est-à-dire, il est à combien ce vaccin? Il est à 339 €. Il était au départ à 450, il a été diminué fortement, il est à 339 €. Le vaccin titanique était à 2,83 € à cette époque, quand j'avais fait l'étude. Bon. Alors, pourquoi c'est un scandale? Parce qu'un des objectifs du plan cancer, pour lequel notre président et notre ministre de la Santé se sont portés garants, nous allons vaincre le plan cancer et des choses importantes. Alors, une des mesures phares, c'est de vacciner au moins 60% des jeunes filles par le garde-asile. Aux États-Unis, les groupes de pression étaient beaucoup plus efficaces, ils font même vacciner les gars, en disant si par hasard ils étaient homosexuels, ils pourraient attraper le cancer de l'anus. Et les ORL disent, et s'ils pratiquent les trucs anaux, buccaux, ils peuvent avoir des cancers de la gorge. Oh là là, d'accord, ok. Alors... Bon. Alors, il faut savoir que les papillovirus, c'est pas du tout le monde en a, ou à peu près. Ça donne des petits papillomes, des petites tumeurs cutanées bénignes, etc. C'est une maladie parfaitement guérie. 90% des femmes sont atteintes du papillovirus à un moment ou l'autre de leur vie. Dès qu'elles ont une vie sexuelle, elles seront infectées par le papillomavirus. Elles ne le seront même pas, parce que ça ne donne aucun signe, et elles en guériront toutes seules dans 97% des cas. C'est les chiffres connus par la science. Et c'est pour ça qu'on vous vaccine. Bon. Alors, une note de la DGS, Direction Générale de la Santé, proposait même de vacciner dans les collèges, en l'absence des parents et sans leurs autorisations. Il faut savoir que le gendre de Marie-Christine Favreau, directrice adjointe de cette Direction Générale de la Santé, qui était en charge du dossier, ce gendre, c'est David Alexandre Gross, qui est le directeur de la stratégie de Sanofi, qui fabrique le vaccin. C'est le Canard enchaîné qui a révélé cette information. Il a interrogé le ministère en disant « Savez-vous que celle qui est chargée ?» Et on a répondu que, il n'y avait pas de raison qu'elle le déclare.
elle faisait son travail, elle n'est pas responsable de son gendre, et puis que, de toute manière, son avis n'était pas très important. C'est dommage, elle était quand même en charge du dossier, mais... Bon, il faut savoir aussi que la ministre de la Santé a même interrogé le Conseil constitutionnel pour savoir si elle ne pourrait pas faire vacciner d'autorité contre l'avis des parents, les jeunes filles. Le Conseil constitutionnel a dit que non. Donc elle a poussé vraiment le bouchon. Ah oui, il voulait vraiment par tous les moyens, quoi. Ah oui, il faut sauver nos laboratoires. Je ne sais pas si c'est nos laboratoires d'ailleurs, en tout cas, c'est pas les miens. Et alors, des vaccinations, vous voyez quelques milliards quand même qui s'évaporent régulièrement fumés chaque année. Alors, les médicaments inutiles. Alors ça, lisez le livre de Philippe Even et de Bernard Debré. Vous en trouverez des belles et des pas mûres. C'est au minimum 2 milliards d'euros chaque année qui sont dissipés dans ces médicaments inutiles, rien que pour les anti-cholestéroliémiens. On essaie de vous faire croire que le cholestérol est l'ennemi absolu, qu'avec ça, vous aurez l'infarctus du myocarde et que si vous baissez le cholestérol, vous ne l'aurez pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge, sauf pour une famille extrêmement réduite, pour quelques cas, qui sont les hypercholestérolémies familiales. Moins de 300 cas en France. Pour ces gens-là, effectivement, il faut absolument qu'ils aient des anticholestérolémiens. Pour les autres personnes, les anticholestérolémiens, le fait de baisser le cholestérol, lorsqu'on n'a pas fait d'infarctus, ne diminue pas le risque d'en faire. Autrement dit, ça ne sert à rien. Mais tous les cardiologues vous le donneront parce qu'eux n'ont pas lu l'article Princeps qui dit que c'est utile, alors que l'article américain était au conditionnel, pourrait. Et ça a été traduit par les brochures du laboratoire, peuvent. Donc on passe du conditionnel à l'affirmatif. Oui, parce que ces médicaments au cholestérol, alors, ça on a souvent tout le monde parlé qu'ils n'avaient aucune efficacité. Oui. Mais on en vient à rembourser aujourd'hui, on voit du beurre anti-cholestérol. Oui, bah, ça c'est autre chose. Au moins la sécurité sociale n'est pas ruinée par ça. Non, mais la facture pour la sécurité sociale, c'est 2 milliards par an. 2 milliards inutiles. Et non seulement c'est inutile, mais ils ont quand même été responsables d'environ 100 de morts en France. Il y a une quinzaine d'années, je ne sais plus quel autre produit, car ces anticholestérolémiens peuvent être facteurs de ce qu'on appelle une rhabdomyolyse, c'est-à-dire une nécrose musculaire qui peut bloquer les reins, et quand ça bloque les reins, ça peut vous tuer. Et donc, ce ne sont pas du tout des médicaments innocents, donc ils sont inutiles et dangereux, et très chers. En plus, mais bien entendu, le remboursement, c'est pas lié à une corruption, c'est l'ignorance des experts. Alors, en dehors de ces médicaments inutiles, en dehors de ces vaccinations souvent inutiles, il y a le prix des médicaments, tout bêtement. Alors là, c'est effectivement le pharmacien Serge Rader qui fait des études chaque année, tout à fait passionnantes, il faut aller sur son site. C'est un homme d'une grande culture et qui travaille beaucoup, et qui est scandalisé. Or, par exemple, le Plavix, en France, est vendu 37,11 € contre 18,23 € en Italie. Le même produit, fait par le même laboratoire, une étiquette française ou italienne. Certains anticholestérols, justement, on en parle, c'est des médicaments inutiles, d'accord, mais comme c'est acheté beaucoup. Aux Pays-Bas, ça coûte 50 centimes, 10 € en France. Et bien entendu, aucune enquête sur la responsabilité de ces prix anormaux, ni les conflits d'intérêts des experts. Personne ne s'intéresse on à n'a ça. pas le droit. Quand vous dites ce que je dis, vous risquez d'avoir un contrôle fiscal. J'en ai eu déjà 4 ou 5. Vous risquez d'être traîné en diffamation par les laboratoires qui disent que c'est scandaleux de faire ça. Et peu de gens ont le courage de le faire. Alors, je rappelle pour la petite histoire, quand même, que Debré et Even ont été condamnés par le Conseil de l'Ordre pour leurs livres. Ce qui n'a aucune importance, puisque tout de même, ils sont comme moi à la retraite. Mais pour leur honneur, ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés à 6 mois d'interdiction. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient dit du mal de leurs confrères. C'est incroyable. Je rappelle d'ailleurs que j'ai été traîné 3 fois devant le Conseil de l'Ordre, toujours à la demande du Conseil de l'Ordre, jamais de malade, que mon épouse est poursuivie par le Conseil de l'Ordre, etc. Dès que vous parlez, vous recevrez le bâton. Il y a quand même un esprit un peu, j'ai envie de dire, presque sectaire dans la médecine. C'est pas sectaire. Alors comment on peut dire ça ? C'est mafieux. 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 C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les juges italiens. Dans le journal La Sanità. C'est effectivement, nous avons les mêmes phénomènes. La corruption est malheureusement bien installée.
Incroyable. Alors on va faire une petite pause parce que c'est l'heure de la pause. La régie elle est prête pour la pause. Parfait. Et ben on fait une petite pause et on revient juste après, toujours avec le. Parce qu'il faut avoir un peu d'espoir quand même. De toute façon. Le monde n'est pas celui des bisounours, mais nous et les bisounours gagnerons. À tout de suite. À vous la régie.